Waouh, on peut offrir une maison, un lieu d'accueil à ses enfants. On a eu une aide qu'on n'imaginait même pas. On aimerait les former pour qu'ils puissent avoir un avenir. Pour la première fois, ils seront comme d'autres. On prend soin d'eux. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Il y a vraiment des histoires dramatiques. Tes actions ne changent rien à ce qui se passe ici en Haïti, mais pour l'enfant que tu aides, pour les enfants que tu aides, ça change tout. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Magali Ethique, présidente de l'association Espoir pour eux, association que Biwi soutient depuis 2023 avec deux projets spécifiques dont vous allez découvrir un peu plus en détail. Mais tout d'abord, Magali, est-ce que tu peux te présenter et nous parler un petit peu de l'association, son histoire, ses origines, un peu les motivations de lancement de l'association? Je m'appelle Magali Ethique. Je suis maman de 4 enfants qui ont entre 26 et 19 ans. Et puis, nos 2 premiers enfants sont faits maison et les 2 derniers sont adoptés, dont un en Haïti et un au Rwanda. Donc, voilà, c'est un lien avec l'association. L'association, on l'a fondée il y a 11 ans maintenant. Nous étions plusieurs à faire partie d'une autre association. En fait, l'histoire, c'est quand on a adopté notre fille en Haïti, avant d'adopter notre fille en Haïti, qui était la 3e, donc qui a maintenant 22 ans, on s'était tourné vers une dame qui allait en Haïti régulièrement. Et puis, elle avait amené notre dossier là-bas pour l'amener dans un orphelinat qu'elle connaissait. Et l'histoire a commencé là, avec Haïti. Et puis après, j'ai travaillé pendant plusieurs années avec cette dame, qui avait une association qui travaillait en Haïti. Il y a plusieurs amis qui se sont joints à moi, et puis on a travaillé plusieurs années avec elle. Et par la suite, on a eu envie de faire notre association pour faire les choses vraiment comme on avait envie de les faire. Donc le principe, c'était vraiment d'avoir des gens sur place qui nous disent leurs besoins, qui montent des projets, que ce soit vraiment eux les initiateurs de ces projets, et puis que nous, après, selon ce qu'on avait, nos possibilités financières surtout, on les accompagnait ou pas. Donc c'est comme ça qu'on a créé notre association. Espoir pour eux, c'est une association qui travaille dans 3 pays, au Sénégal, en Haïti et au Rwanda. Elle aide des enfants. Donc c'est vraiment... parce que les enfants sont super importants à nos yeux, à toute celle de l'association. Moi, j'étais enseignante, j'aimais beaucoup les enfants. Voilà, un Voilà, peu toute maman, je pense aussi. voilà, Dans ouais, on est l'équipe. toutes mamans. On est 2 à avoir adopté un enfant en Haïti dans cette association. Et puis, donc, on voulait vraiment aider des enfants. Parce que la première fois, quand moi, je me suis rendue en Haïti, j'ai été bouleversée de ce que j'ai vu, vraiment. On est allé chercher notre fille à l'orphelinat. On est resté 3 semaines là. Je pense que j'ai pleuré pendant 3 semaines. C'était vraiment quelque chose de bouleversant. C'est une immense misère. C'est un très beau pays avec des gens d'une force incroyable, mais résignés aussi, qui ont vraiment, qui souffrent et qui ont toutes les misères du monde depuis des années. Donc ça m'a beaucoup, beaucoup touchée. On y est allé avec mon mari. Ça nous a beaucoup touchés. Et puis, c'était un pays où on trouvait que c'était un peu abandonné de tout le monde. Par exemple, une chose qui nous avait choqués, c'était... Alors déjà, ils sont sur une île. Donc, pour partir, c'est compliqué. Et puis, il y avait un endroit où il y avait, par exemple, les États-Unis qui mettaient des déchets nucléaires, là, à ciel ouvert, sur cette île. Donc, c'était quelque chose qui, pour nous, c'était parlant. Enfin, c'était vraiment un peu l'endroit où personne ne s'en occupe. Il n'y a pas de richesse à prendre. Et puis, on le laisse... Donc, voilà, ça, c'était Haïti. Au Rwanda, on travaille donc aussi au Rwanda. On a un fils qui vient du Rwanda. Donc, évidemment, c'est un pays De cœur. de cœur. Et puis là aussi, quand on est allé chercher notre fils, on a été étonnés par ce pays qui a vécu le génocide et les gens qui vivent ensemble. Donc, les anciens Hutus, anciens Tutsis, qui arrivent à vivre ensemble malgré ce qui s'est passé. Et puis, la génération qui a vraiment vécu le génocide dit qu'ils sont la génération sacrifiée parce qu'ils ne parlent plus jamais ni de Hutus ni de Tutsis. Ils veulent reconstruire leur pays. Donc, il y a une mentalité vraiment de reconstruire, d'être ensemble pour que plus jamais ça n'arrive. Donc, il y a une force incroyable. Enfin, c'est quelque chose de... Et puis, on y est retourné quelques années après avoir adopté notre fils et on est allé dans un village de Batois. Ce sont des pygmées. C'était un village très, très pauvre. Et puis, on a vu des enfants, on était avec toute notre famille. Et il y a un enfant qui nous a beaucoup touchés, qui s'appelait Zacharia. Notre fils s'appelle Zacharie, qui avait le même âge que lui. Et voilà, on a commencé d'établir des liens avec lui.
Et par la suite, justement, quand on a fait l'association, eh ben, on a voulu aider dans ce village de Batois, où il y a 300 familles, environ 1600 enfants, et puis qui sont très, très pauvres. Ils vivaient uniquement de danse. Ils vont danser dans les mariages, ils vont danser dans les fêtes, et de poterie. Mais maintenant, la poterie au Rwanda, ben, ça se vend beaucoup moins. Ce sont des gens qui n'ont vraiment à peu près rien. Donc, on a commencé de travailler dans ce village. Je développerai après tout ce qu'on y fait. Et puis au Sénégal, ben, c'est aussi lors d'un voyage au Sénégal, on a vu des enfants qui étaient, ça s'appelle des enfants talibés. Et puis ils ont 3 et 15, 18 ans, des garçons. Et puis ils sont toute la journée avec un bol de mendicité. Donc ils doivent aller dans les rues, ils vont mendier pour recevoir à manger. Certains leur donnent un peu d'argent, leur donnent quelque chose à manger. Et ils sont comme ça toute la journée. Et après, ils retournent dans ce qui s'appelle les daras, c'est les endroits où ils dorment. Puis ils doivent ramener ce qu'ils ont récolté. Et puis, alors ces enfants sont souvent maltraités, ils sont en haillons, ils sont malades. Un peu de l'esclavage, si je peux te dire C'est comme un ça. peu de l'esclavage. Ouais. Ouais. Malheureusement, dans les villes, il y a beaucoup de grands daras, il y a beaucoup de daras où on s'occupe mal des enfants. Et puis maintenant, c'est beaucoup comme ça. Donc, mais c'est ancré dans la culture sénégalaise. Donc voilà pour le Sénégal. On voulait vraiment s'occuper d'enfants, donc on était toutes partantes et puis on a fait ça. Bah, merci un peu pour nous avoir expliqué un peu les 3 pays et ce que vous faites dans ces 3 pays. C'est vrai que moi, je te revois encore l'année passée venir nous rendre visite. Bah, c'était à peu près à cette période de l'année. Et en fait, beaucoup de gens nous ont demandé ok, comment ça se fait que vous travaillez avec Espoir pour eux, comment vous les avez sélectionnés, etc. Et je dirais que c'était vraiment le bon endroit et en fait le bon moment. Parce que nous, on était en pleine réflexion des cadeaux de fin d'année. Or, chaque année, on offre des cadeaux à nos clients, fournisseurs, etc. Et en réfléchissant, qu'est-ce qu'on pouvait leur offrir, on s'est dit, mais tiens, pourquoi pas cette année, en fait, faire quelque chose d'original. Et au lieu d'investir dans un cadeau physique, de soutenir une association et des projets qui nous tiennent à cœur. Et c'est droit à ce moment-là que tu nous as écrit. Et on s'est rencontrés. Et puis, au-delà de ça, c'est vrai que de te voir, toi, investi, comme tu as dit, tu as adopté ta fille. Donc, tu es vraiment au cœur. Je pense que c'est aussi ça qui t'anime. Et tu nous as beaucoup touchés avec les histoires, les projets. Et particulièrement 2 projets qui nous a beaucoup touchés. Je pense qu'on va commencer par Haïti. Si ça va pour toi. Est-ce que tu peux un peu nous dire qu'est-ce qu'on soutient en Haïti, le projet, où ça en est, quel est le but, combien il y a d'enfants, etc. Très volontiers. Alors en Haïti, pour développer un peu plus ce qu'on fait en Haïti, on soutient un orphelinat, enfin une maison, on va dire, d'enfants qui sont handicapés physiques, moteurs, souvent, hein, la majorité des enfants ont ça, et qui ont le HIV. Et puis ces enfants, ça c'est l'histoire, en résumé, mais l'histoire de cette maison. Ils ont rencontré cet enfant qui avait 18 mois, qui s'appelait Jean-Eddy, enfin qui s'appelle toujours Jean-Eddy d'ailleurs, et puis qui vivait sous cette tente avec sa mère, sa grand-mère et les 7 frères et sœurs de sa mère. Sa mère était très jeune, elle avait 16 ans. Et puis cet enfant était dans un état catastrophique. Donc ils ont voulu prendre cet enfant pour aller l'amener à l'hôpital pour faire quelque chose pour lui. Mais aucun hôpital n'a voulu le prendre. Donc, ils ont acheté du lait qu'ils ont donné à la famille, du lait en poudre, pour qu'ils puissent le nourrir, pour essayer de le retaper un peu. Et puis, ils ont remarqué quelques semaines plus tard, en y retournant, que ce lait en poudre était distribué à toute la famille. Donc, c'était pour 10 personnes, puisqu'il y avait encore la grand-mère. Et puis, ce gamin était toujours dans un état catastrophique. Ils l'ont amené, ils ont refait le tour des hôpitaux. Après 7 hôpitaux, il y a quelqu'un qui a enfin voulu le prendre pour le soigner, parce que tous les autres disaient que c'était trop tard, qu'il ne pourrait rien faire. Et puis, ils ont dit que c'était la 7e fois que cet enfant venait à l'hôpital, que sa mère l'avait amené, qu'à chaque fois, il le remontait un peu, mais que il revenait quelques semaines plus tard. Donc, cet enfant, il avait la tuberculose, il était très, très maigre, il faisait sa couche, il y avait des asticots dedans, enfin, il était dans un état catastrophique. Et puis, à l'hôpital, ils ont exigé que ce couple le prenne eux, si ils acceptaient de le remonter, de lui faire des perfusions. Donc ce couple a pris cet enfant avec eux et la mère. Ils voulaient l'adopter au départ, mais comme ils étaient canadiens, le Canada refusait qu'ils rentrent au Canada avec un enfant aussi malade parce qu'il avait trop de choses compliquées à... Enfin, ça aurait coûté certainement beaucoup trop d'argent s'il était rentré au Canada.
Donc, ils ont décidé de faire une famille pour cet enfant en Haïti et de créer une maison où eux étaient avec cet enfant, mais où il y avait d'autres gens autour qui étaient là aussi pour le cas où si eux devaient repartir une fois au Canada, que cet enfant ait une famille. Donc, ils ont fait ça. Après, il y a un deuxième enfant qui leur a été proposé par les services sociaux qui étaient tellement étonnés que des gens soient d'accord de s'occuper d'enfants atteints du HIV ou handicapés. Donc, ils ont pris une petite fille en deuxième qui avait 3 ans. Après, ils ont eu une autre petite fille qui avait 9 ans, qui était une reste-avec. Les reste-avec en Haïti, là, ce sont vraiment comme des esclaves. Ce sont des enfants qui vivent, ils dorment sous la table de la cuisine, ils font tout le travail, ils sont maltraités. Et ils ont continué comme ça jusqu'à ce ils ont eu au maximum une 20aine d'enfants. Ça, c'est l'histoire de la maison. Les Canadiens qui s'en occupaient depuis sont retournés au Canada. La dernière est repartie il y a à peu près 2 ans. C'était leur fille qui est allée les rejoindre parce que rester en Haïti maintenant pour un blanc, c'est vraiment dangereux. Et tu me disais que c'était même, c'est quasi impossible en fait d'aller en Haïti ou de quitter Haïti avec la situation actuelle. Tout à fait. Et puis blanc, voilà. Donc, elle est repartie. Ils sont tous repartis au Canada. La fille, qui est adulte, travaille au Canada. Elle envoie la moitié de tous ses salaires pour aider cette maison qui existe toujours. C'est un couple d'Haïtiens qui s'occupe de cette maison. Et actuellement, il y a 18 enfants dans cette maison. Il y a 10 filles, 8 garçons. Ils ont entre 8 ans et 18 ans. Et ils sont tous soit le HIV, soit un handicap, soit une paralysie, soit... voilà. Après, ça ne se sait pas aux alentours parce que les enfants qui ont le HIV, par exemple, sont souvent maltraités en Haïti parce qu'ils ont peur. C'est quelque chose qui fait peur. C'est un peu l'inconnu pour eux. Oui, c'est l'inconnu et puis très mal vu. C'est très mal vu. Donc, ça ne se sait pas, mais ces enfants sont là. Donc, si ces enfants n'étaient pas là, ces enfants seraient, j'allais dire morts, je ne sais pas, mais en très, très mauvais état. Donc ça, c'est cette maison. Et puis, cette maison, ils ont pu... quelqu'un leur avait prêté la maison et le terrain où ils vivent actuellement. Et puis, cette personne était âgée, est décédée, et les enfants de cette personne ont voulu reprendre la maison et le terrain. Ne voulaient pas laisser l'orphelinat là. Donc, ils ont eu plusieurs menaces, comme quoi ils allaient les sortir, ils allaient les attaquer, ils allaient ceci, ils allaient cela, depuis des mois. Et c'est la raison pour laquelle nous, on a essayé de trouver des fonds pour pouvoir reconstruire une maison pour eux, qui leur appartienne. Il faut savoir qu'en Haïti, tout est très, très cher. Les prix augmentent toujours plus parce qu'il y a toute l'insécurité. La situation politique en Haïti, c'est une catastrophe. Il n'y a plus de gouvernement, il n'y a plus aucune gestion. Il y a des gangs armés, environ 200 dans le pays, qui attaquent les villageois, qui les prennent contre rançon. Donc la région où on est... c'est la même chose. Ils sont régulièrement, il y a des gens qui veulent venir, qui veulent les attaquer, qui leur font peur. Donc la situation est vraiment très, très compliquée. Et puis dans cette situation-là, ça nous paraissait presque impossible de trouver des fonds pour pouvoir reconstruire une maison à ces gens. Le terrain, on l'avait. C'est le responsable actuel de l'orphelinat et son épouse qui ont un terrain et qui le mettent à disposition. Mais il fallait trouver de l'argent pour construire cette maison. Donc on en avait un petit peu. Il nous en fallait encore beaucoup. On a essayé de taper à plusieurs portes. On a eu de l'aide de différents endroits. Et puis, on est venu taper à votre porte. Et on a eu une aide qu'on n'imaginait même pas. Donc, grâce à ça, on a pu continuer la construction. C'est encore en construction. C'est très, très compliqué. Ça prend beaucoup de temps parce que le gros de la construction est fait, mais pour l'instant, ils ne peuvent pas encore vivre dedans. Donc, ils continuent de subir les menaces, mais les ouvriers ne viennent plus aider à construire parce que c'est trop dangereux. Donc, c'est le directeur de l'orphelinat, plus des gens aux alentours qui ont envie d'aider ces enfants, qui continuent de construire cette maison. Donc, ça prend un temps énorme. Mais le projet continue et se fait. Et puis, il faut savoir aussi que... Alors, c'est super important pour ces 18 enfants qui sont présents là, parce que c'est vraiment une question de vie ou de mort. Ils ont été maltraités dans tous les sens. Et puis, il y a des enfants qui ont été abusés sexuellement. Enfin, c'était vraiment une catastrophe dans leur famille. Et puis, c'est aussi vraiment important pour toute la communauté aux alentours. Parce que, alors actuellement, en plus de la maison, on a une école. On a une école où là, pour l'instant, on ne sait pas trop comment on va faire pour continuer, mais on trouvera peut-être un moyen, on verra.
Mais dans cette école, il y a beaucoup d'enfants des alentours qui viennent. Et puis, en Haïti, les autres écoles, les écoles publiques, on leur apprend à savoir les choses par cœur. Ils doivent réciter par cœur des choses. Puis s'ils peuvent les réciter par cœur, mais des fois, ça peut aller jusqu'à 10 pages, ils passent l'année. Mais on ne leur apprend jamais à réfléchir, à analyser, à comprendre, ce qui les aiderait beaucoup dans le quotidien, dans la vie de tous les jours. Donc nous, dans cette école, c'est vraiment un enseignement plus Européen, européen. en fait. Voilà, dans ce sens-là, même si ce sont des gens haïtiens qui travaillent, mais vraiment pour leur faire comprendre, pour leur apprendre à se poser des questions, à réfléchir, à expérimenter. Donc c'est super important. En plus, Johnny, ce responsable, chaque fin de semaine, il y a toute la communauté aux alentours qui vient dans le bâtiment où il est. Et puis, il parle de plein de sujets. Il fait, entre autres, quelque chose de très important, il fait de l'éducation sexuelle. Parce qu'il n'y a pas d'éducation sexuelle en Haïti. C'est tabou, on n'en parle pas. Et puis, ça en est au point où une jeune fille de 16-17 ans, elle pensera que si un garçon lui dit qu'il l'aime, elle est obligée de coucher avec. Je simplifie un peu, mais c'est à peu près ça. Ou alors que mettre un préservatif, ça donne des maladies. Donc, il ne faut surtout pas en utiliser. Donc, c'est vraiment, il y a une méconnaissance totale. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il fait. Il fait beaucoup d'éducation. Alors aussi sur la place de la femme, qu'elle a le droit de dire non, qu'elle a le droit de ceci, cela, le respect et l'éducation sexuelle, où c'est vraiment important. Et il y a tous les gens de la région qui viennent. Donc, ils parlent... chaque fin de semaine, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui viennent. On a des fois des images ou des vidéos où il y a vraiment beaucoup de gens. Et ça, c'est génial parce que petit à petit, les gens des alentours changent de mentalité. Et puis en plus, les enfants qui sont là, dans l'orphelinat, donc qui sont malades ou handicapés, ou le handicap, ça se voit. Donc de toute façon, ils ne pourraient pas aller dans des écoles normales. Et là, vu que dans notre école, il y a ces enfants-là, plus des enfants de la zone, les enfants de la zone commencent à côtoyer, enfin depuis des années maintenant, mais côtoient les enfants qui sont handicapés et remarquent que ce n'est pas parce qu'il a un handicap que c'est son ami, c'est quelqu'un. Et ça devient... Ils en parlent à la maison et ça change le regard de beaucoup, beaucoup de gens aux alentours sur le handicap, sur la différence. Donc ça a une portée immense, quoi. Maintenant, les difficultés, il y a de grosses difficultés par rapport à la situation du pays, mais ça tient. Donc, ouais, c'est vrai, ça c'est le projet que tu nous avais présenté l'année passée et qui nous a tout de suite super émus, vraiment de voir cette situation, on va dire catastrophique. Hein. Oui. Et voilà, c'est vraiment ça qui nous a parlé, de se dire, waouh, peut-être justement en donnant un certain montant, on peut offrir une maison, un lieu d'accueil à ces enfants. Et donc, c'est vraiment, je dirais, ce projet qui a un peu lancé la collaboration, si je peux dire, avec Espoir pour eux, avant de partir sur aussi un autre projet au Sénégal. Et là, est-ce que tu peux justement nous en dire un peu plus aussi sur ce projet ? Alors, l'autre projet au Sénégal, au Sénégal, on travaille avec plusieurs structures, mais dont une structure qui accueille des enfants talibés toute la semaine, de toute l'année. Donc, il y a à peu près 150 enfants par jour qui viennent. Donc, ces enfants talibés qui sont dans les rues et qui doivent mendier. Et dans cette structure, ils peuvent être soignés. Il y a une infirmerie, et il y a des douches. Ils peuvent jouer, ils peuvent se reposer, ils peuvent être des enfants pendant quelques heures. Donc, ils viennent comme ils veulent, ils repartent. Ils sont obligés de repartir. Ils doivent dormir dans les daras et avant, ils doivent mendier. Mais c'est vraiment un espace de vie où on leur redonne de la dignité, on leur redonne une enfance. On prend soin d'eux, ils sont importants. Il y a une classe, on a fait une classe parce que les enfants talibés ne vont pas à l'école, donc il y a une classe. Et puis, il y a une boulangerie aussi qu'on avait construite là. Et puis, on aimerait par la suite former ces enfants talibés parce que justement, ils ne vont pas à l'école. Alors là, on a la classe, mais on ne peut pas prendre assez d'enfants. On aimerait les former pour qu'ils puissent avoir un avenir parce que ces enfants talibés qui vivent dans la rue, qui ne vivent pas avec leurs parents, voilà, avoir un avenir, c'est vraiment très compliqué. Alors, depuis quelques années, on envoyait quelques enfants faire une formation en électricité et en couture à l'extérieur, mais il fallait payer les collages, il fallait payer les transports, donc voilà, c'est plus compliqué. Et puis, on a eu comme projet ils ont eu comme projet, et nous, de financer, on trouve que c'est bien,
de faire un deuxième étage au bâtiment qui existe pour faire une salle de couture et une salle d'électricité. Et dans cette salle de couture, qui est financée par vous, et puis le reste du deuxième étage, c'est financé par la FICD, qui est la Fédération interjurassienne d'aide au développement. Dans cette salle de couture, il y a un couturier qui va venir, qui aura accès à cette salle sans payer de location et qui, en contrepartie, va former des couturiers. Grâce à ça, déjà, eux pourront, dans un premier temps, se faire des habits. C'est très important au Sénégal, en Haïti et au Rwanda aussi d'ailleurs, d'être habillés, d'être propres, d'être bien habillés. Et ces enfants talibés n'ont que des vieux vêtements déchirés de partout et tout. Donc ça, c'est déjà une première phase où eux pourront s'habiller et avoir une espèce... C'est déjà retrouver une dignité, voilà. retrouver quelque chose et d'être... subvenir à ses propres besoins avant d'imaginer... Enfin, voilà, ça, c'est perspectives ça sera d'avenir, le premier métier, stade. Mais il y etc. a les perspectives d'avenir, bien sûr. Mais c'est vraiment un stade important pour eux parce que pour la première fois, ils seront comme d'autres, ils seront bien habillés. Donc ça redonne une valeur. Partie de la population. Oui. Et puis, des couturiers, il y en a beaucoup. Au Sénégal, il y a beaucoup de couturiers, donc il y a beaucoup de débouchés. Et ils peuvent aller travailler dans leur village, ils peuvent travailler en ville. Enfin, c'est vraiment quelque chose parce qu'ils peuvent travailler lors de fêtes. Ils seront toujours des nouveaux habits. Ils sont très attentifs à l'apparence. Mais sans que ça soit quelque chose de négatif. Mais oui. c'est, voilà. Donc ça, il y a beaucoup de débouchés. Donc ces jeunes auront des possibilités de travailler. Dans cette salle de couture, on va aussi accueillir quelques filles. Parfois, alors, on va en former 10 par session. Donc, ça va être pris d'assaut. Mais c'est prévu d'accueillir aussi quelques filles parce que les filles ne sont pas dans les daras, ne sont pas des enfants talibés, mais elles ont aussi des situations compliquées. Donc, il y aura aussi quelques filles. À savoir qu'en général, au Sénégal, les couturiers sont des garçons. Mais c'est vraiment un métier d'avenir. La couture au Sénégal, on peut s'installer partout. On n'a pas besoin d'investir beaucoup pour travailler et c'est très, très demandé. Donc ça, c'est quelque chose qui ouvre des perspectives immenses à ces enfants. Et c'est vrai que pour nous, ce qui nous a aussi intéressés, c'est qu'en fait, on a un département couture en interne. Donc quand tu nous as parlé de ça, on a tout de suite fait le lien. Et on s'est dit, c'est super, en fait, avec Haïti, on leur offre une maison, on leur offre un lieu d'accueil. Et avec le Sénégal, on leur offre un métier et des perspectives d'avenir. Donc, en fait, les deux s'emboîtaient bien. Et c'est vrai que ça nous a fait plaisir d'avoir vraiment quelque chose de global. On se réjouit, là, tu m'as dit avant que c'était début novembre, potentiellement. Alors, il semblerait, oui, que la formation de couture sera début novembre. Ok, super. Ouais. Et c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça, mais alors je ne sais plus si c'était au Sénégal ou au Rwanda. Mais j'aimais aussi beaucoup votre approche où, en fait, des dames recevaient une formation, mais elles devaient rembourser leur formation. Et ça aussi, votre approche de responsabiliser les gens, j'ai beaucoup aimé. Et je pense que sur la durée, ça leur fait aussi mieux comprendre en fait, l'importance de travailler et ce côté responsabilisation. Je ne sais pas si tu peux m'en parler un peu plus. Oui, bien sûr. Alors ça, c'est vraiment la base de notre association. Quand j'ai dit qu'on a voulu la créer à notre image, c'était vraiment... On ne voulait pas faire de l'assistanat. On voulait vraiment faire que ce soit eux qui aient des projets, que ce soit eux qui les mettent sur place et que nous, on soit juste une aide, une béquille ou une aide pour pouvoir concrétiser leurs projets. Donc ça, c'est vraiment important pour nous qu'ils soient responsables de ce qu'ils font, qu'ils se sentent partie prenante. Enfin, c'est eux qui dirigent les choses. Et là, ce dont tu parles, c'est au Sénégal. C'est une maison qui accueille des femmes pour l'avenir des femmes et leurs enfants, ça s'appelle. Donc, on loue une maison où des femmes qui vivent dans la rue en situation très, très précaire avec des enfants sont accueillies. Et puis, elles ont un certain temps dans cette maison. Donc, elles sont accueillies là. Il y a vraiment des histoires dramatiques. Donc, elles sont accueillies là. On prend soin d'elles. On leur offre... les gens sur place prennent soin d'elles, leur offrent un lieu où elles peuvent déjà se reposer, être en sécurité. Et puis après, on leur propose un microcrédit qu'elles doivent justement rembourser, un microcrédit pour mettre en place un travail, soit aller vendre quelque chose, soit... Et grâce à ce microcrédit, elles doivent créer quelque chose. Elles font leur job, elles remboursent petit à petit, et quand elles ont fini de rembourser, au bout de 5 microcrédits, ça permet de payer pour une 6e femme.
Je ne sais pas si... Donc, oui, c'est un peu un cycle. Voilà. En fait. On prête à 5 femmes qui vont utiliser cet argent pour monter un business, le rembourser. Elles remboursent un petit peu plus que ce qui est prêté. Et ça permet de faire un microcrédit à une 6e femme. C'est Donc, de rendre le système indépendant. En fait. Exactement, oui. Mhm. C'est pas possible d'aider les gens et qu'ils soient dépendants de nous. Ça n'a aucun sens et c'est pas possible. Donc, c'est vraiment le but de les rendre indépendants. Et c'est pareil avec cette formation des jeunes enfants, enfin des jeunes talibés. Les conditions pour qu'ils fassent cette formation, c'est qu'ils aient 15 ans, que le maître coranique soit d'accord, pour qu'ils puissent les laisser aller quand même régulièrement, et puis qu'ils soient motivés. Mais il n'y a aucune autre obligation. Donc à partir du moment où ces enfants qui n'avaient aucune perspective de formation ou d'avenir ailleurs parce qu'ils n'avaient pas accès, là, ils pourront se former et ils pourront savoir ce que c'est aussi qu'être un enfant talibé, avoir une formation et puis peut-être par la suite, on espère, parler de ce qu'ils ont pu vivre et voir qu'ils ont pu s'en sortir et ne pas refaire ça, ne pas reproduire le fait d'avoir des enfants, de les mettre dans des daras parce qu'ils ne peuvent pas s'en occuper, parce qu'ils n'ont pas les moyens financiers, et puis de continuer cette chaîne infernale d'enfants talibés. Super, merci. Je pense que tu as donné vraiment un bon aperçu, en tout cas, des 2 projets qu'on soutient. Et c'est vrai que moi, je ne l'ai pas précisé avant, mais aussi quelque chose que j'apprécie beaucoup avec vous, c'est la transparence. Dans toutes les factures, enfin voilà, donc on donne un certain montant, les factures en retour, tu m'envoies toutes les factures. On voit, on sait, enfin il y a vraiment cette traçabilité en fait de l'argent et aussi vraiment ce côté responsabiliser les gens, pardon. Et forcément le feeling, vous êtes aussi hyper active. Le comité, voilà, vous êtes présente à la Foire du Jura, au marché de Saint-Martin, au marché de Noël à Tropicana. Saint-Ursanne, au Tropicana. On là, fait je te beaucoup de vois un petit choses. peu. On fait beaucoup de choses, mais on a envie d'être connu parce que plus on est connu, plus on a des chances d'être aidé. Et puis on a besoin d'argent. Donc, il faut qu'on bosse, quoi. Et puis, c'est plus... Pour nous, c'est une asso, mais ça fait partie de notre vie, ça fait partie de notre quotidien à toutes. Là, j'ai parlé de ce que j'avais vu dans les différents pays, mais on est toutes hyper partie prenante. Et puis, on est toutes allées dans les différents pays. Et c'est quelque chose, ça nous tient vraiment à cœur. Enfin, c'est pas... Ça se ressent, en tout cas. C'est pas une asso, c'est notre, ça fait partie de notre vie, quoi. Donc ouais, il faut qu'on bouge si on veut avoir quelque chose. Parfait, je pense qu'on va gentiment conclure. Est-ce que tu veux encore adresser un dernier message avant qu'on termine la vidéo? Alors, le message que je voudrais adresser, c'est particulièrement à vous, parce que c'est vraiment une aide incroyable, à laquelle on ne s'attendait pas. C'est difficile parfois de trouver des fonds, donc c'est vraiment précieux de ressentir aussi la confiance. On est digne de cette confiance, mais de voir ça, donc c'est vraiment précieux. Et puis aussi à toutes les personnes qui nous soutiennent, parce qu'ici, on a quand même... Il y a beaucoup de gens qui nous soutiennent. Il y a beaucoup de gens qui viennent à nos manifestations. Il y a beaucoup de gens qui nous suivent, qui nous soutiennent depuis des années. Et puis sans ça, ça ne serait pas possible. Et puis on a une phrase qui est un peu notre phrase leitmotiv. C'est une dame qui me l'avait dit quand j'étais en Haïti, justement, quand j'étais chercher ma fille. J'avais ma fille dans les bras, je pleurais comme une madeleine. Et puis elle me disait, mais pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Et puis je disais, mais c'est terrible. Enfin, je voyais des mamans qui abandonnaient leurs enfants, puis je trouvais ça terrible. Puis je disais, je peux rien faire pour ça. Et puis elle m'avait dit, tes actions ne changent rien à ce qui se passe ici en Haïti, mais pour l'enfant que tu aides, pour les enfants que tu aides, ça change tout. Et ça, c'est notre phrase, nos actions ne changent rien à la misère du monde, mais pour les enfants aidés et soutenus, ça change. Alors, on avait dit, ça change tout, mais on va dire que ça change beaucoup. Et c'est quelque chose qui est... voilà. Donc, merci à tous ceux qui nous aident, qui nous permettent de faire ça. Super, merci Magali. Et merci de nous avoir suivis. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager. Restez connectés pour découvrir de prochains épisodes tout bientôt.